Merci à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Ravi de vous retrouver en cette rentrée un peu particulière, je vous le dirai. En tout cas, premier événement organisé par Ecolearn dans l'attente de ProDurable, où je pense beaucoup d'entre vous nous nous retrouverons de visu autour de beaucoup d'événements dont on se disait juste avant avec nos trois intervenants qu'ils seraient au moins marqués par le fait qu'il n'y aura pas que du CSRD et probablement d'autres sujets. Voilà, bah écoutez, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Je disais une rentrée un peu particulière, hein, parce que je pense qu'on l'a tous en tête. Chercher un mot pour caractériser cette période et le mot qui m'a le plus convenu, c'était le terme de confusion. Je trouve que nous sommes dans un moment de grande confusion à plein de niveaux. Alors pour nous qui travaillons dans la durabilité ou qui nous y intéressons, grande confusion liée au contexte, hein. On a traversé une année particulièrement dure, probablement le retour en arrière ou le point d'arrêt le plus brutal qui ait jamais connu le développement durable depuis sa création il y a 20-30 ans. Et puis un contexte international qu'on ne peut pas occulter, hein, qu'on a tous en tête au niveau politique, géopolitique, économique et à bien des égards, qui est extrêmement compliqué, qui crée une incertitude folle et qui engendre aussi de grandes difficultés pour les entreprises. Et puis en toile de fond, je trouve un paradoxe immense de constater que à la fois nous vivons un backlash extrêmement puissant qui nous a fait mettre un pied sur le frein assez violent sur ces sujets-là, alors même que la concrétisation des risques liés aux enjeux sociaux, environnementaux n'a jamais été aussi puissante, aussi vigoureuse. Rappelons-nous ces derniers mois, les manifestations du changement climatique, des tensions sur les ressources, les fractures sociales, et j'en passe et des meilleurs. Donc on est vraiment à un moment assez surprenant, un peu hors du temps, où bah, on a l'impression que le monde vacille et pour autant rien ne bouge. Et ça fait naître beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Et je pense que beaucoup de personnes de cette communauté de la RSE en est là. Et je crois que si vous êtes là au nombre aujourd'hui, c'est parce que vous êtes probablement en train de vous poser beaucoup de questions et de chercher des repères. Et donc, modestement, c'est ce qu'on aimerait vous apporter ce matin. Quelques repères, un peu de lumière, un peu de messages rassurants ou en tout cas enthousiasmants à travers nos trois intervenants. Alors, on a choisi de le faire avec un double objectif, un objectif sur le fond et sur la forme. Sur le fond, puisque bah, on a la chance de recevoir ces trois intervenants que je vous présenterai juste après, qui vont porter des regards très différents et très complémentaires sur la mise en œuvre des enjeux de développement durable dans l'entreprise et dans le monde de l'économie et dans la société en général. Mais aussi sur la forme, la particularité, c'est que les trois personnes que nous allons accueillir, que je vais présenter juste après, sont aussi des intervenants de notre masterclass Direction durable. Et certains et certaines d'entre vous qui assistaient à cette présentation ce matin sont en train de se poser la question de suivre cette formation. Et donc, on s'est donné pour petit challenge ou pour consigne de vous faire toucher du doigt l'expérience d'une masterclass, alors dans un format très très restreint, très très accéléré, mais avec des intervenants qui vont se comporter ou en tout cas témoigner comme ils le feraient dans notre formation que je présenterai très rapidement juste après. Alors, merci à nos trois intervenantes, intervenants de nous rejoindre ici. Je vous laisserai vous présenter plus en détail juste après. Je vais juste dire un petit mot pour ne serait-ce que vous décrire et décrire le rôle que vous occupez aujourd'hui. On commence par Karine. Alors, Karine, tu as la particularité d'avoir suivi la formation et d'en être désormais une intervenante en tant qu'actrice du développement durable en entreprise, en l'occurrence au sein du groupe Bertrand qu'on ne connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui est le plus gros acteur de la pharmacie, de la restauration en France et avec d'autres activités autour de l'hôtellerie. Et donc, tu œuvres au sein de la branche hospitalité en qualité de directrice RSE et communication interne. Merci d'être ici. Sylvain, alors toi, tu travailles dans le monde du développement durable depuis déjà très très longtemps. Tu as cofondé ou fondé pardon, le groupe de conseil Belle Évolution avec une expertise particulièrement reconnue en matière de biodiversité qui m'a poussé à te proposer d'intervenir sur ces questions-là en masterclass, mais sur bien d'autres sujets que tu pourras présenter également. Et tu as accessoirement et de façon tout à fait prégnante, tu œuvres en qualité de présidente de la commission environnement au sein du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, parmi d'autres probablement activités.
Et enfin, Geneviève, alors toi, tu as déjà connu mille vies autour du développement durable qui est chevillé au corps, je crois, depuis toujours. Je te laisserai peut-être partager ton parcours, mais actuellement, parmi les nombreuses activités que tu suis, tu es surtout fondatrice et associée du cabinet Profil, qui accompagne les dirigeants, les entreprises à envisager un autre modèle et se tourner vers plus de responsabilité et de durabilité dans un modèle que je crois que tu qualifies de post-croissance. Mais tu pourras nous en dire plus. Merci à tous les trois, merci à toutes et tous d'être ici. Un mot rapidement pour vous parler donc de cette formation que nous proposons à destination des futurs dirigeants autour du développement durable, la masterclass direction durable. Donc vous avez trois intervenants sous les yeux et dont je suis le coordinateur, l'animateur principal. Euh, alors, on a pour coutume de présenter le champ de compétences à adresser quand on souhaite travailler dans le développement durable sous cette image assez naturelle et révélatrice de l'arbre. Et pour positionner les différentes dimensions, en fait, on a coutume de couper en trois niveaux. Alors, vous avez le tronc qui va permettre de représenter, visualiser toute la structure, l'ossature qui est nécessaire de maîtriser et qui va recouvrir tous les champs réglementaires, de standards, de concepts qui s'assimile à la grammaire finalement du développement durable. Ce champ va s'ancrer dans le sol à travers la visualisation de tout ce qui s'assimile aux méthodes, aux outils, aux techniques qui sont nécessaires d'être maîtrisés. On peut citer le bilan carbone, l'analyse du cycle de vie, l'analyse de double matérialité et bien d'autres. Et donc ces outils, méthodes sont requises pour agir opérationnellement dans l'entreprise. Et puis la dernière dimension, c'est plutôt la partie d'élévation, les branches, qui vont plutôt incarner la vision, la capacité à construire une stratégie, à assurer la conduite du changement, et qui sont aussi une dimension requise pour proposer un autre modèle, une autre orientation. Et donc, selon votre profil, selon votre métier, selon vos aspirations, vous allez devoir vous appuyer sur l'un ou l'autre de ces parties. Et en ce qui concerne la masterclass direction durable, donc à destination des Chief Sustainable Officers et de toutes les personnes qui veulent s'engager dans la conduite stratégique du développement durable dans l'entreprise, la nécessité de s'ancrer sur ces trois dimensions avec une tonalité un peu plus forte sur la construction de la vision et de la stratégie, donc plutôt vers le haut. Alors, en pratique, en page suivante, cette formation Masterclass Direction Durable, elle s'articule autour de 10 sessions présentielles, autour de 10 mois, qui vont parcourir les grands pans d'action et les grandes thématiques du développement durable, euh, tel que vous pouvez le voir avec les différents thèmes. Et c'est une formation hybride, donc vous suivez en parallèle un parcours digital et un parcours présentiel qui est jalonné d'exercices, de cas pratiques que vous allez réaliser seul ou en groupe, de façon à vous mettre en situation d'exercer, d'apprendre et de pratiquer par vous-même. Et une dernière slide, et après je passerai la parole à nos intervenants. Une des particularités d'ailleurs qui est très bien illustrée avec notre panel, c'est la grande diversité des intervenants. Donc la particularité de ces formations, c'est que chaque journée, vous allez accueillir entre 4 et 6 experts, témoins, acteurs de la durabilité, de grandes entreprises, de cabinets de conseil de référence, d'ONG, de pouvoirs publics, et qui vont donner tout le sel et tout le retour d'expérience sur les différentes facettes qui sont approfondies autour de ces 10 journées. Et donc, vous allez pouvoir retrouver les logos de nos trois intervenants sur les sessions 1, 3 et 9 en particulier. Voilà, vous aurez la possibilité évidemment de contacter nos équipes si vous avez des précisions. On rappellera ces éléments pratiques. Mais j'aimerais tout de suite passer la parole à nos trois intervenants. Avec cette première question, alors je vais peut-être vous laisser répondre à tour de rôle. Est-ce que vous pourriez nous donner en quelques minutes un peu plus de détails sur votre parcours? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous adresser ou à vous orienter vers le développement durable et aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes qui a jalonné ce parcours, d'une part. Et puis d'autre part, actuellement, quel est l'angle à travers lequel vous parlez et quel est votre point de vue sur la mise en place du développement durable dans l'entreprise? Et puis après, on rentrera vraiment dans le dur de votre compréhension de la vision. Voilà. Alors, je peux proposer à Karine de commencer. Très bien, oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Karine Legout, je suis directrice RSE
comme Arnaud l'a dit, pour une filiale du groupe Bertrand. Donc, le groupe Bertrand, c'était fondé par Olivier Bertrand il y a 25 ans. On a à peu près 1200 restaurants en France. Et on a deux filiales, une filiale qui s'appelle Bertrand Franchise et une Bertrand Hospitality. Et sur Hospitality, on est plutôt sur les brasseries, les restaurants sur Paris, les hôtels qu'on a à Paris aussi. Donc, on a une soixantaine d'établissements. Voilà. Et c'est sur ce périmètre aujourd'hui que je suis directrice RSE. Ça fait 6 ans au sein du groupe Bertrand. Enfin, ça fait 15 ans au sein du groupe Bertrand, mais 6 ans sur ce poste de la RSE. Et juste en quelques mots, donc moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait une quinzaine d'années en marketing, communication, en restauration collective et restauration commerciale. Et puis, j'ai fait du développement international. Et donc, depuis 6 ans, sur ce poste RSE, qui était une création de poste à l'époque, ça n'existait pas au sein de l'entreprise. En fait, comment j'y suis arrivée? Une trajectoire d'abord personnelle. Il y a une dizaine d'années, une envie de changer mes pratiques et mon impact en tant que citoyenne, en tant que consommatrice. Et petit à petit, ce parcours personnel a pu rejoindre, et j'ai de la chance, voilà, mon parcours professionnel parce que, voilà, à force de persévérance et patience, j'ai réussi à convaincre la direction du groupe de créer un poste RSE et que j'ai eu la chance voilà, d'occuper sans avoir forcément une connaissance enfin, très théorique du sujet, mais par contre, j'avais une connaissance approfondie du groupe et donc je savais sur qui j'allais pouvoir m'appuyer. Peut-être qu'à ce moment-là, en 2019, voilà, c'était encore possible de faire ces changements. Je sais que ce n'est pas toujours possible dans les entreprises, mais j'ai eu cette chance. Euh, Est-ce que Arnaud, tu veux que je développe d'autres choses que mon parcours pour le moment? Alors, si tu peux juste me dire du coup quel regard tu portes aujourd'hui, enfin de quel angle de vue tu parles pour leur avenir, j'imagine en tant qu'actrice de l'entreprise, mais Oui. En fait, alors, en 6 ans, en tout cas, d'exercice de ce métier sur le secteur de l'hôtellerie-restauration, ce que j'ai pu voir, en tout cas dans mon groupe, c'est qu'effectivement, on a gagné en maturité sur ces sujets, du chef de rang en passant par la directrice financière et voilà, tous les collaborateurs, grâce à la conjoncture, hein, puisque c'est des sujets dont on a parlé, que ce soit d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, puisque nous, nos partenaires financiers, on n'est pas cotés en bourse, mais nos partenaires financiers exigent chaque année pas mal de données RSE, que ce soit du Cali ou du Quanti. Certaines de ces données sont maintenant auditées et certaines de ces données maintenant ont un impact sur le taux d'intérêt auquel on emprunte l'argent. Donc, ce n'était pas du tout le cas il y a 6 ans. Donc, il y a quand même une montée en puissance générale de ces sujets. Et on a pu passer d'un sujet qui était un peu autour de la communication à un sujet qui impacte sur la stratégie. Euh, et je pense que c'est quand même le cas dans beaucoup d'entreprises ces 6 dernières années. Et aujourd'hui, effectivement, il peut y avoir parfois euh, des sentiments de retour en arrière ou de questionnement par rapport à ce qu'on peut lire dans les médias et ce qui se passe en termes géopolitiques. Mais malgré tout, je pense que la fonction aujourd'hui, elle est quand même établi et il n'est pas question de revenir en arrière. Peut-être par contre, il est question de ralentir certaines réglementations ou avancées qui allaient arriver et donc peut-être de juste un petit peu ralentir. Bon, je pense à la CSRD par exemple, en tout cas, nous, il n'y a pas de remise en question de l'intérêt de la fonction pour la transformation et la pérennité de l'entreprise. Par contre, il peut y avoir des sujets qu'on décale dans le temps parce que c'est moins pressé. Voilà. d'accord. Alors, on a commencé à lever un voile sur le sujet du jour, mais merci pour cette première réponse. Je vais tout de suite donner la parole à Sylvain, par exemple, pour même question, présenter rapidement ton parcours et depuis quel angle de vue tu parles pour évoquer la question de la durabilité d'entreprise. Merci, Karine. Oui, merci beaucoup Arnaud. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, comment c'est mon parcours? Moi, j'ai une formation d'ingénieur et j'avais un engagement dans les questions de développement durable qui était un peu historique et beaucoup dans le monde associatif pour démarrer. Et puis, se poser la question évidemment de choix professionnels. Tenté par l'entrepreneuriat, je voulais avoir une entreprise qui a du sens. Hein. On parlait pas d'impact à l'époque, mais ça ressemblait un peu à l'entrepreneuriat à impact dont on parle aujourd'hui. Et donc, ce qui m'a amené assez vite à créer BL Evolution, donc qui est porté sur la transition écologique il y a une quinzaine d'années maintenant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a pu voir aussi au fil des années, beaucoup de choses ont changé, les acteurs aussi ont changé, hein, parce que quand on a démarré, évidemment, le rôle de direction RSE était à peine émergent, j'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Et donc, on a pu accompagner aussi la structuration un peu de ce domaine. Et du coup, ça m'a aussi amené dans mon parcours à avoir quelques engagements de différentes natures. Je me suis impliqué dans la création
et la présidence de la plateforme nationale RSE, on a commencé à faire justement des premières discussions multi-acteurs sur quelles pouvaient être les attentes des parties prenantes, comment est-ce qu'on pouvait trouver un espace au sein des pouvoirs publics, dans les politiques publiques sur les questions de RSE. Des sujets aussi plus techniques, hein, puisque j'ai été amené à présider la commission de normalisation sur la biodiversité. On a fait justement, les premiers systèmes de management pour prendre en compte la biodiversité dans le fonctionnement des entreprises, dans leur stratégie, dans leurs produits. Et puis évidemment, ça, comme tu l'as dit en introduction, j'ai aussi d'autres engagements, en particulier au CESE. C'est un petit peu différent, mais c'est toujours un engagement dans le sens de la durabilité, puisque je préside la commission environnement du CESE. Et donc, l'idée étant de voir comment est-ce que justement, dans la construction des politiques publiques environnementales, on donne une place, on donne une voix à la société civile organisée, que ce soit les entreprises, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations environnementales, que ce soit les associations familiales de jeunes, etc. Et donc, de voir comment est-ce qu'on renouvelle quelque part la démocratie et on peut placer les questions environnementales au sein de ces travaux-là. Et puis à côté, j'ai quelques mandats aussi d'administrateur avec cette idée de pouvoir porter au cœur de la gouvernance des entreprises cette question de la durabilité. Alors peut-être pour terminer, l'angle avec lequel je parle, le regard que je porte, il est basé sur mon rôle d'accompagnement des directions RSE, de la gouvernance, donc plutôt sur des approches stratégiques des enjeux RSE, beaucoup de questions de risque, beaucoup de questions de choix, d'ambition, de transformation. Et puis aussi, au fil des années, on l'a vu, on peut y revenir tout à l'heure aussi, des questions un peu plus techniques avec mes équipes. On travaille beaucoup auprès des entreprises sur des sujets très techniques qui peuvent être des calculs de CO2 sur des matières premières, la mise en place de boucles d'économie circulaire. On travaille sur le déploiement de politiques qui peuvent être de diversité d'inclusion. Donc, on travaille sur les sujets très opérationnels de transformation justement des entreprises. Donc avec peut-être ce double regard, c'est ce que j'essaie de partager quand j'interviens dans la masterclass. Bon, merci Sylvain, très clair. Donc on voit que tu portes un regard de multiples points de vue et d'une expérience très riche. Geneviève, si tu viens aussi te prêter à cet exercice de nous rappeler ton Absolument. parcours et ton angle de vue. Voilà, donc ma vie, mon œuvre. Alors, je suis tombée dans la marmite, très jeune parce que j'ai d'abord travaillé aux Nations Unies. Et j'ai travaillé aux Nations Unies dans une période qui était juste post-Tchernobyl et sommet de la Terre de Rio en 92, auquel j'ai eu la chance voilà, de participer de très loin, hein, j'étais très jeune. Mais ça a été quand même un déclic. Donc, c'est d'ailleurs dans la diplomatie internationale onusienne, je pense que si ce texte, hein, sur le texte, toutes les COP en découlent, hein, cette convention sur les changements climatiques qui a été adoptée en 92 au 3e sommet de la Terre de Rio, si ce texte était représenté à la signature, je pense qu'il ne passerait pas. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu quand même un moment de grâce qui a permis une prise de conscience, d'ailleurs, de tous les acteurs, à la fois économiques, politiques et société civile. Donc, je suis tombée dans ce bain-là. Et donc, ces questions d'énergie et de climat, je les ai toujours vues à travers le prisme qui était ma formation initiale, c'est-à-dire école de commerce et droit international. Voilà, donc moi, je ne suis pas ingénieure, je viens plutôt des sujets de gouvernance, des sujets de droit, mais c'est plutôt le droit mou, en fait. C'est-à-dire c'est ce droit qui doit s'adapter à des évolutions qui nous dépassent, qui nous traversent. Et donc, c'est un petit peu en opposition au droit dur. Et d'ailleurs, toute la question était de dire à quel moment ces sujets de protection de l'environnement, de droits de l'homme, tous ces sujets de responsabilité sociale vont rentrer un peu dans le droit dur. Donc, j'ai accompagné tout ce mouvement effectivement d'abord dans la finance durable, parce que j'ai été pendant 10 ans à la tête d'agences de notation extra-financière en France. Donc, j'ai créé la première en 97. Et donc, j'ai accompagné ce mouvement qui a été passionnant parce que quand on pas vraiment de modèle économique, parce qu'on parle de la difficulté d'avoir des datas, mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, les reportings n'étaient absolument pas obligatoires. Donc, il faut se dire ça aussi pour pas complètement désespérer. C'est-à-dire que quand on vendait des informations qu'on ne qualifiait même pas de ESG, d'abord, il fallait les trouver et demander aux entreprises de les organiser. Donc, ça revenait à un modèle économique très, très compliqué qui était de vendre quelque chose qui n'existait pas, des données ESG, à des gens qui ne demandaient rien, des investisseurs. Donc, on a quand même fait des progrès. Donc, j'ai eu la chance de participer avec d'autres à ce mouvement de plaidoyer pour une finance durable. Après, j'ai traversé le miroir et j'ai été directrice du développement durable de 2 grands groupes, le groupe Eiffage et après le groupe Veolia. Veolia Environnement, ça s'appelait Veolia Environnement à l'époque, qui m'a donné d'ailleurs une vision extrêmement puissante et
indispensable du point de vue des investisseurs et du point de vue des émetteurs des entreprises. C'est-à-dire que c'est beaucoup de lucidité, beaucoup d'humilité. C'est très compliqué de faire avancer des grands paquebots vers la durabilité. Voilà, et après donc une vie très riche dans les grands groupes, j'ai co-créé Profil, qui est un cabinet de conseil en strat, qui est vraiment maintenant axé sur la contribution des entreprises au bien commun, au sens comment est-ce qu'on transforme les modèles de gouvernance, les modèles d'affaires. Il se trouve qu'on travaille beaucoup plus avec des grosses PME, ETI, entreprises familiales. En fait, on s'aperçoit que ceux qui détiennent le capital, les actionnaires jouent un rôle aussi extrêmement puissant sur la rapidité de la transformation et la prise de conscience. Et c'est de notre point de vue, c'est peut-être plus facile quand on pilote quelque chose qui est entre réglementation, valeur, indépendance. Il y a peut-être plus d'appétence ou de possibilité d'assumer des prises de risques quand on est dans des grands groupes, avec évidemment, on va dire, on est vraiment dans des figures obligées quasiment tout le temps. On est rarement dans des figures libres quand on est dans des grands groupes. Voilà, donc bon, par ailleurs, j'écris des livres, j'ai des engagements aussi associatifs, j'enseigne à Centrale Supélec l'économie circulaire, je me montre aussi chez Ecolearn. Je suis vice-présidente du Shift Project depuis sa création, donc ça permet aussi de se nourrir de débats qui sont aussi beaucoup plus riches que la seule sphère économique et financière. Et que te dire, mon cher Arnaud, sur le prisme? Le concept de post-croissance est très intéressant. C'est dans nos travaux de recherche, parce que Profil a un petit pôle recherche. On a publié une dernière étude sur la post-croissance et c'est un angle intéressant pour embarquer nos clients et nos parties prenantes, parce que la post-croissance, c'est ni la décroissance ni la croissance verte, c'est la croissance qui va arriver demain, qui devrait déjà être là. C'est-à-dire, c'est la prise de conscience que les limites planétaires, plus d'ailleurs que les fondamentaux sociaux qui ont toujours été là dès le début du capitalisme, hein, la question de la dignité du travail, de l'égalité, elles ont toujours été dans le combat politique. Mais la question de la pression des limites planétaires et du couple énergie-climat en particulier qui va s'exercer sur les modèles économiques, celle-là, c'est une réalité physique. Ce n'est pas culturel, ce n'est pas politique. Ça va se passer et ça se passera d'autant plus qu'on ne s'en occupera pas. Et donc, on voit que la post-croissance, elle va être colorée d'éléments d'externalités environnementales, on va dire physiques, qui vont de toutes les façons mettre sous contrainte les institutions et les entreprises. Donc, on travaille beaucoup ces sujets-là. Et là, c'est une entrée qui est assez intéressante parce qu'on peut s'appuyer encore sur la science, ça peut être objectivé, ça peut être qualifié. Et de là, on peut tirer un fil très intéressant sur comment on pilote une entreprise qui, dans sa chaîne de valeur, dans sa géographie, sur l'ensemble de sa filière, est soumise à des tensions. Ça peut aller de risques géopolitiques générés par des sujets environnementaux. On peut remonter aussi comment les sujets environnementaux génèrent de l'instabilité politique, etc. Donc, c'est très puissant, ça marche bien. Et ça parle aussi à ceux qui ont en tête un peu ces sujets en bruit de fond. On revient à des sujets de souveraineté. Il faut dire qu'en Europe, parce que nous, j'en terminerai par là, on est sur un périmètre européen, on intervient sur un périmètre européen. Clairement, ne pas s'occuper de la transition écologique, c'est se tirer une balle dans le pied d'un simple point de vue du bon sens économique. Parce que clairement, on perd absolument toute indépendance, toute capacité de rester dans le jeu. Donc, c'est assez riche, mais ce n'est pas facile. Et effectivement, le backlash, là, vient remettre. Enfin, moi, j'en suis à mon 3e backlash, hein, donc ça va. Voilà, j'ai le cuir un peu épais. Bon, merci Geneviève. Quelques éléments déjà de réflexion à cette réalité physique qui nous accompagne et dont je parlais en introduction et qui est une chose dont on ne pourra pas s'affranchir. Et puis des questions fondamentales comme la souveraineté, on pourra parler de démocratie. Et cette question du backlash, donc on peut rentrer dans le vif du sujet. Karine, tu as commencé à nous décrire un peu la situation dans ton contexte d'entreprise, mais au-delà de revenir sur les tenants aboutissants de ce contexte que je pense tout le monde a en tête, ce que j'aimerais savoir, c'est, avec vos regards très variés, très riches, qu'est-ce que ça dit de la mise en place de la durabilité en entreprise et quel changement ça va nécessiter demain? Parce qu'on voit bien, on a tous l'intuition que la RSE telle qu'on l'a connue, qui avait déjà eu plusieurs formes, elle est peut-être en train de s'éteindre, qui était tirée beaucoup par la réglementation, et le Green Deal a été très très présent ces dernières années. Et là, on se jette dans un nouvel inconnu. Et donc,
quelle forme va-t-il prendre? Et d'après vous, vers quoi vont les entreprises et vers quoi faut-il emmener les entreprises pour qu'elles continuent d'agir dans le domaine de la durabilité? Alors, qui veut se lancer? Ah, je désigne. Bon, bah, Karine, pour reprendre la suite de ton exposé. Ouais, non, avec plaisir. Alors oui, effectivement, enfin alors moi j'ai vu l'évolution que depuis 6 ans, mais malgré tout, il y a quand même eu pas mal d'évolutions, où effectivement ça a été un peu porté, la direction RSE était même, devenue limite la direction, stratégique, hein, des entreprises. Elle remplaçait, l'ancienne direction de la stratégie ou de l'innovation même parfois, à quelque chose de plus, con contrasté, voilà, chamboulé. Mais, mais moi, en tout cas, je sens que mes parties prenantes externes, pour l'instant, il y a du brouhaha autour, mais elles ont pas bougé sur leurs attentes. Donc que ce soit mes partenaires financiers, quels qu'ils soient, que ce soit les ONG, donc la représentation, citoyenne, on va dire, sur des sujets divers et variés, et finalement quand même nos collaborateurs. Donc je serai plus mesurée sur les clients parce qu'il y a une problématique de pouvoir d'achat en ce moment. Mais en tout cas, j'ai quand même 3 de mes grosses parties prenantes qui, elles, n'ont pas, baissé, leurs attentes. Et donc oui, la réglementation peut un peu, repousser certaines choses. Donc j'ai vu la question aussi en même temps, bah, la CSRD qui a été repoussée pour les groupes non cotés, la loi sur la zéro déforestation qui va probablement être repoussée encore d'un an, sachant qu'elle a déjà été repoussée d'un an. Voilà, il y a des choses où nous, on ne va pas être plus royaliste que le roi. On va commencer des chantiers, mais par contre, si c'est décalé, on va en profiter pour prendre plus de temps et de voir comment on peut aborder ces sujets. Euh, et donc, voilà, je dirais qu'il y a beaucoup de brouhaha sur les réseaux sociaux, dans les médias, en géopolitique, mais moi, au quotidien, pour l'instant, mes parties prenantes, elles ont pas baissé la garde sur ces sujets, et tant mieux. Ce qui fait qu'on a toujours un rythme. Voilà, on suit notre feuille de route, on suit nos KPIs, et je pense qu'un des enjeux que l'ESG va avoir, enfin, ça a déjà commencé, mais va devoir vraiment se structurer, c'est sur la fiabilité des datas. Bon, Geneviève, elle en a parlé parce qu'effectivement, c'est des sujets qui, il y a encore 20 ans, n'existaient pas ou peu. Et aujourd'hui, il faut que ça arrive. Il faut que les données extra-financières, elles aient presque le même rythme que les données financières. Il faut presque qu'elles soient pilotées par une direction financière, par un contrôle de gestion. Il faut qu'elles soient auditées régulièrement. Et en tout cas, moi, au sein du groupe Bertrand, ce n'est pas encore le cas parce que c'est vraiment piloté par la RSE sur un rythme plutôt annuel. Et je pense que tant qu'on ne sera pas collé davantage au business sur de la data ESG, bah, on sera toujours un peu à côté. Donc, on ne sera pas dans le rythme du quotidien du business. Donc, pour moi, il y a un enjeu vraiment sur la data ESG, qu'il faut qu'elle soit plus fiable, plus structurée et plus régulière. Merci, Karine. Est-ce que Sylvain, par exemple, tu veux ajouter Et on quelque est en chose? France, pardon, je réponds à la Oui, question. merci. Ouais, peut-être quelques mots sur effectivement le point de vue, ce qu'on peut voir nous un peu au quotidien. Je vais dévoiler en avant-première quelques éléments d'une étude là, qu'on publiera bientôt justement sur la mutation des fonctions RSE. Ce que l'on voit qui est quand même très positif, je crois, c'est qu'effectivement il n'y a pas vraiment de gros recul en arrière. Il n'y a personne qui nous a dit on jette à la poubelle les feuilles de route. Ce qui est nouveau, c'est que c'est plus la fête de l'engagement. On a connu une période où, ah bah tiens, on nous parle de l'eau, je prends un engagement sur l'eau. Ah bah tiens, on nous parle de biodiversité, je prends un engagement sur la biodiversité. Ah bah tiens, on nous parle de la diversité, je prends un engagement sur la diversité. Et puis on se pose même plus la question, peut-être même du sens. Donc on a eu cette période-là un petit peu où il y avait des engagements qui étaient pris dans tous les sens. Et là, on voit qu'on rentre dans une phase de rationalisation, j'allais dire finalement des engagements RSE. Alors évidemment, quand on est dedans, on se dit que c'est peut-être un peu triste, mais en réalité, c'est peut-être un signe de maturité finalement de notre sujet RSE et qui doit bien être connecté aux priorités auxquelles fait face l'entreprise. Si on prend un tout petit peu de recul, même dans l'évolution du rôle du poste de direction RSE, il y a eu quand même différentes phases. Quand j'ai démarré, le rôle c'était soit la vitrine, soit le placard. On avait quelqu'un qu'on mettait en avant, soit c'était quelqu'un qu'on voulait plus voir et qui était déjà directeur ou directrice, et donc on lui filait la RSE pour l'occuper tranquillement avant qu'il parte à la retraite. Et il y avait aussi le rôle vitrine, quelqu'un qui était très engagé, qui permettait de prendre la parole. Voilà. On avait un peu ça au début. Après, il y a une phase très importante d'installation. Quand même de la fonction, il a fallu convaincre, trouver une place dans les COMEX. La première fois qu'on avait de temps en temps des personnes dans les COMEX. Une troisième phase où on était plutôt sur un ancrage un peu stratégique, c'est celle qui est en train de se terminer là.
où justement le sujet, comme Karine l'a très bien dit, il devenait stratégique. Il était compris par les boards, il était compris par les directions générales. On était capable de prendre des engagements un petit peu structurants, de renoncer à des investissements, à des produits, de reconcevoir des chaînes de valeur. Et puis là, on rentre dans une phase un petit peu de dilemme finalement de qu'est-ce qu'on en fait de ce sujet. Et donc, je pense que ça va être quand même intéressant de vivre cette mutation et que tout le monde va pouvoir apporter un petit peu son regard aussi, à la fois son regard, à la fois ses propres forces, ses propres compétences pour essayer de trouver la bonne manière de traiter le sujet dans les groupes, parce que je crois qu'on va rentrer comme dans une phase où justement la question de la RSE, le rôle de la RSE va être très spécifique à chaque entreprise. On a un petit peu fini la RSE pour tout le monde et donc là, on va rentrer dans qu'est-ce qui est matériel, qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui est essentiel pour la survie de mon business et à partir de là, comment je le déploie. Et donc, on a évidemment un petit socle régalien ou réglementaire qu'il va falloir respecter, mais j'allais dire, ça devrait à terme, et en tout cas, je l'espère, que ce sera à terme quelque chose qui sera pas complètement, ce sera pas la majorité du temps de travail des directions RSE, parce que je pense qu'il y a une erreur à ne pas faire, c'est s'enfermer dans les données, parce que c'est bien de produire des données, on peut passer un temps infini à avoir de la qualité des données, mais si on n'en fait rien en termes de décision stratégique, ça sert à rien. On l'a bien vu dans la finance, on a eu aussi une phase où on a allé chercher des données, on est capable de calculer le coût d'un produit à la seconde près dans une usine au bout du monde. Bon, est-ce que ça aide vraiment à choisir les marchés stratégiques sur lesquels on se positionne? Je ne sais pas. Donc, on trouve aussi la bonne articulation sur cette question de la donnée. Elles sont essentielles pour prendre des bonnes décisions, mais le but, c'est bien de prendre des décisions. Et donc, il va falloir repositionner cette question de la donnée et donc de tout le reporting, finalement, dans cette approche un petit peu stratégique. Il y a un rôle qui est très important et qui va être encore plus important maintenant, c'est le rôle d'animation. On voit dans beaucoup d'entreprises des réseaux de correspondants RSE de différents profils, certains dans les achats, certains dans les métiers, certains sur les sites, avec des fonctions opérationnelles, des fonctions business, etc. Et donc, comment est-ce que justement une fonction RSE va être en capacité d'animer en temps réel les sujets à traiter? Et puis évidemment, la question du métier, du business, un petit peu été évoqué tout à l'heure. Comment est-ce que la direction RSE peut rentrer dans ce débat-là de quels sont les produits qu'on veut vendre, comment on les fabrique, comment on traite nos achats, notre chaîne de valeur, comment on traite notre organisation. Et donc là, on est vraiment dans un rôle vraiment très stratégique de la RSE. Et donc se pose la question de faire ce lien pour s'assurer qu'on on fasse évoluer l'entreprise dans le bon sens. Donc voilà, donc est-ce qu'il y a un ralentissement? C'est probablement l'effet que ça donne, parce qu'on est dans une phase un petit peu d'effervescence où il y avait un peu tout et parfois n'importe quoi qui était fait en termes de RSE. Donc là, on rentre dans une phase de rationalisation et ça va être extrêmement exigeant aussi pour les directions RSE. Donc je crois que ça va être quand même une période extrêmement passionnante où on va mettre les mains dans le cambouis et faire avancer des chantiers très concrets au cœur des entreprises. Bah, merci Sylvain pour cet exposé très clair. Je retiens beaucoup de mots importants, mais celui de rationalisation, hein, ce moment de redescente et de s'installer dans le dur de la transformation. Geneviève, je te laisserai compléter et j'aimerais te poser aussi une question complémentaire, c'est que Sylvain parlait des dilemmes. Aujourd'hui, on a un dilemme extrêmement violent, hein, c'est le contexte économique est très défavorable et pour autant, les enjeux de transformation sont immédiats et indispensables compte tenu des réalités physiques que tu rappelais. Comment on gère ce dilemme quand on est dirigeant? Alors, vous avez 4 heures? Malheureusement pas. Alors, je suis complètement en phase avec ce que viennent de dire Karine et Sylvain. Je rajouterais quelque chose. Je pense qu'on vit une période qui, au contraire, est très fertile. Parce qu'effectivement, c'est la fin de la fête de l'engagement. Mais dans la fête de l'engagement pour tout, pour rien, qui était d'ailleurs très positive et très enthousiasmante, il y avait aussi un rôle extrêmement important qu'ont joué les jeunes. Souvenez-vous aussi des marches pour le climat. Les marches pour le climat, il y a eu un point d'acmé au moment en 2015, la COP 21, qui a été un moment extrêmement puissant de réarmement autour de la question climatique, avec des jeunes qui défilaient, etc. Vous avez pu remarquer que les jeunes ne défilent plus pour le climat. Pour d'autres causes, sur les droits de l'homme, etc. Il y a eu quelque chose qui a mobilisé aussi la conscience européenne, c'est cette jeunesse, et c'était dans les familles, tous les jeunes étaient concernés. Donc ceux qui étaient aussi à la tête d'entreprise avaient ces jeunes qui en demandaient davantage, qui allaient rentrer dans leur entreprise, qui questionnaient le modèle de société et la question de l'héritage, etc. Cette voix des jeunes, elle s'est éteinte, mais au fond, elle s'est éteinte parce qu'elle a été aussi durement réprimée, si je puis dire.
Mais dire que ça y est, maintenant, on est arrivé à un moment de vérité, parce qu'il suffit de mettre la tête dehors pour comprendre que toute l'information est disponible, pour comprendre la gravité du moment. Et ce moment est très inédit aussi par rapport aux 250 ans du capitalisme. C'est un moment inédit, ça vient très vite. Et donc, tout ce qui était vécu comme des revendications qui permettaient finalement de changer le modèle sans le changer, ben c'est fini, parce que maintenant, il faut vraiment changer le modèle. C'est-à-dire qu'on a fait des petites modifications incrémentales, on a fait des expérimentations, on a écouté la jeunesse, on s'est renouvelé, etc. Enfin, pas que la jeunesse est scientifique. Et donc, on est passé maintenant du nice to have au must have. Maintenant, il faut vraiment changer. Donc, c'est le temps, effectivement, de la rationalisation, l'essentialisation. Et c'est très bien, parce que avant, on ne nous calculait pas, pour faire court. Maintenant, le backlash, il est en fait en partie nourri parce qu'on nous calcule. Si je peux me permettre cette formule un petit peu cavalière. C'est-à-dire qu'on sait très bien que toutes ces questions de limites planétaires, il va falloir se les coltiner. Mais se les coltiner avec un héritage qui est juste monstrueux en termes de passifs, tout simplement de déni ou même on va dire, d'inconséquence ou de cynisme. Et donc, on est vraiment maintenant dans le dur. Donc, attention, c'est pas du tout un désarmement ou un désintéressement, c'est que maintenant, ça rentre réellement dans le dur. Et donc, la question est, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour rester quand même dans une course dans laquelle il y a énormément d'asymétrie entre ceux qui sont soumis à des espaces qui sont très réglementés comme l'Europe, à ceux qui sont en train de voler en éclats toute réglementation, ceux qui, je pense à la Chine, quand même mettent aussi de la réglementation, même si ce n'est pas exactement comme nous. Donc ça devient très complexe et ça devient aussi très intéressant de se mouvoir dans cet espace. Donc, attention, ne pas uniquement voir le doigt, mais il faut continuer à voir la lune. Et finalement, nos sujets, c'est connais-toi toi-même. C'est vraiment connais-toi toi-même. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'est pas capable d'avoir la bonne information essentielle, et d'où la nécessité de rentrer ces données ESG dans le contrôle de gestion sur ce qui la met en vulnérabilité ou en force ou en compétitivité sur sa chaîne de valeur, elle est juste morte, elle ne veut plus exister. Et donc, ça redevient stratégique et c'est le moment de la convergence du financier et de l'extra-financier. Et la CSRD, même si elle a été mise sur pause, en fait, je m'aperçois qu'elle est beaucoup plus, et beaucoup d'entreprises continuent à faire une sorte de shadow CSRD. Parce que vraiment, maintenant, il faut savoir ce qui est matériel. Si j'ai une dépendance sur un commun qui est l'eau, si j'ai une dépendance sur un autre commun qui est, alors changement climatique, c'est pour tout le monde, ou sur des sujets sociaux, ben, autant le savoir et le piloter. Et ce que je vois, c'est que maintenant, de plus en plus, c'est le contrôle de gestion qui est un petit peu le cheval de Troie de cette financiarisation des enjeux. Et je terminerai en vous disant que ce que j'observe, c'est que finalement, pour vous qui allez rentrer dans la fonction ou que vous y êtes, il faut absolument que vous ayez un rattachement au COMEX ou que vous soyez peut-être au COMEX. Moi, pour EFAGE, j'étais au COMEX, mais j'avais demandé à rentrer au COMEX d'EFAGE. J'ai eu la chance d'être dans des postes où je suis rentrée à des niveaux importants parce que j'avais déjà travaillé le sujet avant. Mais c'est vrai que je vous partage ce qu'a dit Sylvain. Avant, c'était quand je posais moi des questions, c'était la personne qui était en pré-retraite et qui aimait bien l'environnement et qui voilà, et qui répondait à ces questions et qui avait un mal fou à mobiliser son entreprise. On n'en est plus là du tout. Mais il faut trouver votre majeur. C'est-à-dire que la RSE toute seule, le stand-alone, ça n'existe pas. C'est une transversale. Donc, votre majeure, est-ce qu'elle est achat? Est-ce qu'elle est RH? Est-ce qu'elle est strat? Est-ce qu'elle est opérationnelle? Est-ce qu'elle est RH au sens large? Est-ce qu'elle est même par les risques? Mais en tous les cas, très souvent, ce qui nous a mis en position inconfortable pour exister, c'est que la RSE était rattachée à la communication, ce qui est tout à fait normal que la communication s'empare des questions de RSE, mais ça, il y a eu une confusion. Il y a eu une confusion un peu sur cet alignement de la RSE à la communication. Et ça fait du mal. Et ça, je pense qu'on va en sortir. Donc, avoir aussi un mentor, c'est bien, ça aide. Parce que c'est compliqué de se légitimer. Mais si vous êtes fort sur votre majeur, vous devez maintenant être habile et agile. Et il y a des sujets qui sont imparables. Il faut questionner la RSE sur les achats, dans la croissance externe, les opérations de croissance externe. Qu'est-ce qu'on fait si vraiment votre entreprise n'est pas alignée avec ces sujets RSE dans les croissances externes, c'est que ça ne marche pas. Avec les achats, c'est que ça ne marche pas. Avec l'intéressement des managers, voilà. Ça c'est indispensable. Et bien sûr, est-ce que le conseil d'administration se saisit de ces sujets-là? Quand vous alignez tout ça, vous vous apercevez
que le sujet ne recule pas, il est en train de se métaboliser. Alors, voilà, il faut digérer, il faut métaboliser. C'est très compliqué. Et Arnaud, tu disais, c'est compliqué. Oui, évidemment, maintenant, on parle plus que du numérique et des risques des géopolitiques, mais ça n'empêche pas, qui sont d'ailleurs nourris en grande partie aussi, il y a des boucles de rétroaction avec les sujets des limites planétaires. Parce que maintenant, c'est l'accès aux ressources que le meilleur gagne, et ça va être cynique. Mais l'essor du numérique pose aussi énormément de pression sur nos ressources et sur nos institutions. Donc, je terminerai en disant, finalement, de tout temps, il y a eu des entreprises qui ont dû changer, fermer le modèle. L'obsolescence, ça a toujours existé. Voilà. Il ne faut pas surdramatiser ce moment des dilemmes. Il ne faut pas le surdramatiser. Ça fait partie d'ailleurs de la plasticité du capitalisme. Il y a eu des ruptures technologiques, des désaffections de consommateurs. Il y a eu des changements de réglementation. Les entreprises, elles se sont réinventées et c'est très bien. Je ne vois pas pourquoi on en ferait une montagne par rapport à cette question écologique. Je pense que c'est un formidable levier pour être un petit peu plus collectif, solidaire, innovant, Sioux, quoi. Et au fond, quand vous le présentez comme ça, vous arrivez à embarquer. Donc, et en plus, ça nous est donné à vivre. Et on n'est plus dans un enjeu de globalisation, on est dans un enjeu de planétisation. Nuance. Donc, c'est tout le monde. Voilà. Donc, il me semble que là, il y a des bons arguments pour que votre fonction retrouve de la crédibilité et de la légitimité, à condition de partir d'une majeure dans laquelle vous soyez, vous, en situation d'avoir la possibilité d'interpeller et d'intervenir. Merci Geneviève, merci pour ce que je prends aussi comme un contre-pied par rapport au langage dominant, mais ce message d'espoir de dire que non, au contraire, on est dans un moment je retiens la métabolisation. Le sujet s'ancre et devient on ne peut plus concret. Karine, je te laisserai bien réagir sur ton regard très opérationnel, parce que toi, tu es, aux manettes. Et il y a une question qui est posée aussi sur ce sujet par rapport au TPE-PME. Alors toi, tu as au sein de ton énorme giron aussi des petites entreprises, qui sont des restaurants, qui sont des hôtels. Donc deux questions. Comment fait-on pour mobiliser aussi les petites structures dont on ne parle pas suffisamment, je trouve, dans ces enjeux de transformation? Et d'autre part, comment ça se passe au niveau de ton conseil, de ton comité exécutif? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui porte comme message pour continuer à agir? Et comment fait-on les arbitrages des ressources pour ne pas baisser les bras face aux enjeux socio-environnementaux? Alors pour la première question, donc nous on a deux cas de figure, soit ce sont effectivement nos propres hôtels, nos propres restaurants, notre personnel, donc ce sont des succursales comme on dit, soit aussi effectivement on peut avoir des franchisés qui sont un, deux ou trois restaurants, mais qui sont plutôt des PME. Donc on n'agit pas de la même manière en fonction de ces profils, parce qu'il y en a un où voilà, c'est pas notre personnel, c'est pas notre argent. En revanche, il porte une de nos enseignes. Donc ça, c'est sur Bertrand Franchise. Donc comment on peut aussi les embarquer? Ça, c'est une phase qui prend de toute façon du temps, la pédagogie, la sensibilisation, que ce soit des collaborateurs ou des franchisés. Et ensuite, nous, on a essayé d'être toujours assez pragmatique dans nos choix. Et c'est souvent ce que je dis pendant les cours de la masterclass. En fait, on a commencé par des sujets qui n'étaient peut-être pas forcément les plus attendus par une réglementation. Voilà, on n'a pas commencé par le carbone, en fait. On a commencé par des sujets concrets et qui allaient rapporter de l'argent. Donc, on a parlé bien avant la crise énergétique des consommations d'énergie et du gaspillage alimentaire. Bon, ça, c'est propre à notre métier parce que c'était des sujets qui étaient concrets à la fois pour nos équipes sur le terrain et à la fois concrets pour une direction générale et qui allaient parler évidemment d'enjeux éthiques, écologiques, mais surtout d'enjeux économiques. Et c'est quand on s'adresse à des dirigeants, que ce soit des dirigeants des franchisés ou des dirigeants, moi, de ma direction générale, quand on parle finance et économie, tout de suite, l'oreille est un petit peu plus attentive que quand on parle uniquement réglementation, même si elle est importante. Et donc, c'est toujours dans cette logique ensuite qu'on a continué à avancer notre feuille de route, toujours voilà, à le ramener au côté business, risque aussi parfois, mais surtout business, parce que bon, les risques, ça, c'est important et parfois ça peut faire peur à une direction générale. Pour trouver le bon équilibre entre les choses positives, pragmatiques et puis les risques par rapport au business sur du long terme. Donc, c'est toujours jouer entre le court terme et le long terme. C'est un peu le propre de la fonction RSE d'ailleurs. Et voilà, c'est comme ça par rapport aux franchisés et aux dirigeants qu'on a pu s'adresser jusqu'à maintenant.
et toujours faire des tests, voilà, des cas d'études, démontrer par la preuve qu'en fait ça marche, c'est pas si compliqué, c'est simple et en plus ça peut cocher plusieurs cases. Et ensuite sur le côté, on va dire, euh, pour la suite, enfin voilà, moi je pense qu'il faut rester optimiste. Oui, on est sur une phase de transition, mais parce que je pense que Sylvain et Geneviève l'ont dit, c'était peut-être un peu l'euphorie. On a une petite phase d'euphorie et puis là, on se stabilise un peu. Donc, c'est une phase de transition, mais il faut rester optimiste, il faut rester surtout patient. C'est vrai que si ça fait pas partie de votre personnalité, c'est pas du tout une critique, mais si vous êtes naturellement pas forcément optimiste et patient, c'est compliqué d'avoir une fonction RSE au sein d'une entreprise. Il faut faire vraiment preuve de résilience. Parfois, les sujets, il faut les amener plusieurs fois, comme pour les enfants, mais de différentes manières. Et il y a une fois, ça va marcher, alors que les 2 autres fois, ça va pas marcher. Donc, voilà, il faut être pédagogue, pragmatique. Et effectivement, alors moi, j'ai la chance d'être au CODIR, mais ce n'était pas le cas il y a 6 ans. Hein. Ça a été, voilà, ça s'est fait par palier. Effectivement, à un moment, la nécessité de montrer que certaines décisions long terme peuvent avoir une vue RSE qui est intéressante. Donc, effectivement, je fais partie du CODIR, ce qui est aussi, comme Geneviève l'a dit, ce qui est quand même une clé pour pouvoir donner et de la crédibilité, pas forcément à moi, Karine Legout, mais à la fonction, et puis faire partie des décisions qui vont se prendre sur du moyen long terme. Merci Karine. Sylvain, je vois une question posée là, par l'un de nos participants. D'ailleurs, je vous encourage à poser vos questions. On essaiera d'y répondre à la mesure du possible. Sachant que tu as aussi une dimension politique par nature, parce que tu sièges au sein de la troisième chambre française. Donc, tu es exposé à ces réflexions-là. La question de Théo porte sur les disparités sectorielles en prenant l'exemple de l'automobile. Et quelque part, je reviens à la question que je posais, c'est-à-dire qu'on est quand même dans ce moment assez particulier où des pans de l'économie entière vont très mal et l'automobile en fait probablement partie, aussi pour des raisons de modèles qui se sont pris les pieds dans le tapis ou qui s'exposent à des problématiques de limites planétaires. Comment fait-on pour assurer la bonne prise en charge de ces sujets de durabilité dans des secteurs qui souffrent énormément et qui n'ont plus les moyens, les ressources, ne serait-ce que le temps d'assurer leur transition dans des bonnes, considérations? Excellente question. Peut-être pour réagir en 2 temps, d'abord sur les entreprises et puis après j'irai sur les parties prenantes. Sur les entreprises, donc effectivement, c'était dit tout à l'heure, hein, on a un petit peu de flottement, mais les risques ils sont toujours là. Et même ils sont toujours là et ils augmentent. Je donnerai quelques exemples sur la question de l'adaptation au changement climatique, quand son usine elle est sous l'eau ou quand elle a plus d'énergie parce que l'infrastructure qui apporte l'énergie elle est HS à cause d'événements climatiques par exemple. On voit bien qu'on touche du doigt ce que c'est que ce qu'on appelle de manière parfois peut-être un peu trop simple des limites planétaires. En tout cas, on voit que c'est très concret. Donc ça, ça permet, je crois, quand même de maintenir les sujets dans l'intérêt des dirigeants, des dirigeantes. Démontrer le lien avec le business, c'est à mon avis ce qui est tout à fait essentiel. Tout à l'heure, Geneviève disait il faut votre majeur dans l'entreprise. Je pense que c'est fondamental. Il faut imaginer effectivement sortir de la RSE un petit peu globale à quelle est la RSE de mon entreprise. C'est quoi le sujet clé, les 2 ou 3 sujets clés? Est-ce qu'on est sur le produit? Est-ce qu'on est sur l'organisation? Est-ce qu'on est sur des matières premières? Est-ce qu'on est sur un écosystème territorial? Peu importe. Et c'est vrai qu'il va falloir mettre beaucoup d'énergie sur les quelques sujets clés qui vont être spécifiques à telle ou telle entreprise. On le voit dans les grands groupes, on a beaucoup de sujets de décarbonation, etc., qui sont liés à leur écosystème de financiers, d'investisseurs, par exemple, qui bougent beaucoup. Pour les PME, c'est pareil. Ça doit rester ou devenir un axe de différenciation ou un axe de conviction, sinon ce sera abandonné et on sait bien que, évidemment, le jour où il y aura un risque, il ne sera pas traité, il ne sera pas anticipé. Et pour la finance, c'est intéressant aussi, parce qu'on travaille pas avec les acteurs financiers, et on se rend compte que, pour le coup, ils ont été quand même plutôt nombreux à garder leurs engagements, en particulier parce que leur axe ou leur angle, c'est la gestion des risques, la gestion des controverses. Donc, ils restent très vigilants, justement, au fait que, tiens, je vais investir dans cette usine, mais est-ce qu'elle est prête au changement climatique? Si demain, on se rend compte que les murs ne résistent pas à la chaleur et que du coup, il faut la déménager, j'ai perdu mon investissement. Donc, en fait, ils sont dans une logique de gestion de risque et gestion de la controverse où ils restent extrêmement attentifs. Donc, ça, c'est, à mon avis, un axe tout à fait clé. Donc, le lien avec le business et ce qui peut prendre plusieurs facettes, hein. Travailler sur les offres,
produits. On a travaillé par exemple sur l'éco-conception d'applications de services numériques pour être dans une vraie logique de sobriété numérique avec de l'IA frugale. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Transformer les métiers. Et on a beaucoup travaillé, par exemple, avec des banques sur la formation des analystes qui prennent le risque nature. Ils étaient bons sur le risque climat, mais le risque nature n'était pas encore connu. Et puis après, ça peut être sur l'organisation, la logistique. Aujourd'hui, on a pas mal d'outils, par exemple, sur l'abattement carbone par rapport à des choix logistiques qui peuvent être faits. Et donc ça aussi, c'est des approches qu'il va falloir mettre en œuvre parce que tout ce qui était facile, ça a été fait. Ça, on peut se le dire aussi. Et donc maintenant, on rentre un petit peu dans le dur. Comment je vais continuer à abattre mon CO2? Comment je vais continuer à progresser sur des questions sociales? Il va falloir innover. Donc ça, je pense que c'est un beau challenge. Par rapport aux parties prenantes, pour répondre à la question du chat, il y a une progression qui est quand même assez importante sur les sujets. Un peu de la même manière que pour les directions RSE, on a eu ces dernières années plutôt un engagement de oui, l'environnement, la transition écologique, la RSE, c'est important. Et là, on se rend compte que il va falloir décliner un petit peu tout ça dans leur propre sphère à eux. Les syndicats, par exemple, de salariés commencent à se dire, mais effectivement, nos conditions de travail, elles vont complètement changer. Si le climat change, donc comment est-ce qu'on gère cela? Comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on accompagne les salariés sur l'organisation du travail? C'est leur cœur de métier. Donc, il y a des questions, on a beaucoup travaillé dessus, mais aussi l'évolution des métiers, de l'emploi. Je l'évoquais tout à l'heure. Faire passer du plastique à du plastique recyclé, en fait, ça change le métier. C'est peut-être pas les mêmes machines, pas les mêmes réglages, pas les mêmes gestes pour les opérateurs. Et donc, en fait, il va falloir faire évoluer les métiers. Donc, comment est-ce qu'on anticipe finalement l'ensemble des mutations qui sont en train de se passer, soit de gré, soit de force dans l'économie, pour que derrière, il n'y ait pas trop de casse sociale. Donc, on voit les syndicats, par exemple, beaucoup travailler là-dessus. Les syndicats de dirigeants aussi commencent à pas mal travailler sur l'action des business models, du financement, etc. Et puis les autres parties prenantes, les ONG ont été quand même beaucoup en alerte pour mobiliser pour mobiliser les acteurs. Et on voit d'autres types d'associations et d'ONG qui commencent à s'y intéresser, les consommateurs, par exemple, les associations familiales, les jeunes beaucoup, qui restent quand même assez engagés sur cette question. Donc, ça montre que finalement, tout le monde a compris que c'était des sujets incontournables et donc cette phase un peu d'appropriation pour en faire justement un objet de transformation de l'économie. Bien, merci à tous les trois. Alors, c'est passionnant, il y aurait tant à dire et tant de questions à poser, mais je jette un œil sur la montre et malheureusement, le temps touche à sa fin et vous avez vos contraintes horaires. Donc, je voudrais qu'on profite de ces dernières minutes, peut-être plutôt pour s'adresser directement à des personnes qui font partie de cette communauté des acteurs et peut-être surtout celles qui veulent la rejoindre, qui se posent la question de se former, de prendre des postes en lien avec le développement durable. Donc, vous êtes tous les trois des intervenants à cette masterclass. Vous prenez de votre temps pour aussi faire montre de transmission, de pédagogie. Et vous vous adressez régulièrement à des gens qui font l'effort et qui prennent le temps de se former pour se préparer à ce nouveau pas dans leur carrière professionnelle. Quel serait le message que vous auriez envie de donner à ces jeunes professionnels en matière d'expérience, de durabilité, dans ce contexte que vous avez parfaitement décrit, hein, très nouveau, mais à la fois dans la continuité complète de ce qui s'est bâti ces dernières décennies? Quel serait le petit conseil, la recommandation phare que vous aimeriez leur partager pour qu'ils se préparent au mieux à cette nouvelle orientation professionnelle qu'ils souhaitent faire? Qui veut commencer? Bon, je désigne. Geneviève. Allez, bon, j'y vais. Je vais répondre très très rapidement à la question quand j'ai dit troisième backlash, effectivement, il fallait que je... En fait, le premier, je fais très vite, il a eu lieu juste après la COP en 2009 à Copenhague. C'est-à-dire qu'il y a eu des discrédits sur le rapport du GIEC, que le rapport du GIEC était écrit avec les pieds, etc. Bon, donc ça a jeté, parce que celui de Copenhague, ça a été quand même un moment important où il y a tous les chefs d'État qui sont venus. Et là, on a commencé à voir les pétroliers, l'Arabie Saoudite qui ont commencé vraiment à discréditer complètement. Ça a été un petit backlash, mais il a quand même permis Claude Allègre, Ma vérité sur la planète, etc. Donc celui-là, on a envoyé du lourd pour dire que finalement, les auteurs du GIEC, tout ça, on était des clowns. Deuxième backlash. Trump 1, troisième backlash. Trump 2, voilà. Bon, donc je réponds à ta question, comment est-ce que l'on se prépare, c'est ça, pour prendre cette fonction, hein, mon cher Arnaud, c'est ça le sujet. Alors,
C'est encore une fois, je reviens à mon idée de majeur parce qu'en fait, je tourne autour et si vous êtes financier, si vous êtes un directeur des achats, du risque, contrôle de gestion, la communication, les RH, enfin, travaillez ce sujet depuis votre ligne force et travaillez-le et formez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'offres. Soyez aussi attentifs à des offres qui ont été un petit peu remises à jour. Très important parce que vous savez, j'expliquais que c'était un petit peu du droit mou, mais on est aussi à ce point de rencontre où le droit mou va rencontrer le droit dur. Bon, la CSRD recule, mais le cadre du Green Deal va rester quand même actuel. Donc, essayez de voir en termes de réglementation qu'est-ce qui s'est passé aussi dans votre secteur et de voir aussi entre la lettre et l'esprit, même si la réglementation recule, vous formez aussi aux arcanes de ce cadre théorique et comment il va être opérationnalisé. Donc, ayez en tête comment, à partir d'une connaissance, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit réglementaire, qu'elle soit politique, comment je l'opérationnalise. C'est vraiment clé. Comment je peux l'opérationnaliser sur l'essentiel. Ne lancez pas 36 chantiers dans votre entreprise, c'est impossible, en particulier pour les TPE ou les PME. Allez sur les points durs. Alors évidemment, les quick wins, c'est fini, mais pas partout. Et puis surtout, c'est un discours aussi de mobilisation, hein. Je dirais autre chose, choisissez une formation où il y a des professionnels qui interviennent, ceux qui vont pouvoir vous donner des retours d'expérience extrêmement importants pour aussi faire partie d'une communauté. Va falloir vous tenir chaud. Et je pense que si voilà, il y a de l'exigence dans le fond, une remise à jour, un matériau pédagogique vivant, des professionnels qui l'incarnent, qui sont crédibles, et la possibilité de mobiliser une communauté, tout simplement parce qu'en face, ça a été aussi dit dans le chat, je terminerai par là, les forces vives de la nation qu'on nous présente comme les syndicats, les fédérations professionnelles, etc., c'est plutôt des gardiennes des gardiennes du temple ou des combattants de l'arrière-garde. C'est aussi mon expérience. Et c'est normal, ils sont là pour préserver les intérêts acquis. Et c'est souvent ce que j'observe et que je trouve très inquiétant, c'est qu'il y a une dérive vers de plus en plus de corporatisme. Et ça, c'est pas bon, le corporatisme. C'est qu'on va remettre des silos, des tours, des ponts-levis, etc. C'est pas bon. D'ailleurs, c'était un enjeu révolutionnaire, la fin des corporations. Donc attention aussi à ne pas s'enfermer dans du corporatisme et à les combattre. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Je veux bien Sylvain? compléter. Ouais, quelques mots en complément, parce que en accord avec ce qui a été dit à l'instant. Déjà, faut pas paniquer, évidemment. C'est un métier de conviction et de détermination, comme ça a été dit aussi par Karine, savoir où on veut aller. Donc, je trouve que c'est quand même un très, très beau métier. Ce qui est intéressant dans ce métier aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y en a dans toutes les typologies d'entreprises. Il y a 15 ans, c'est que les grandes entreprises qui étaient direction développement durable. Aujourd'hui, il y en a dans les PME de toute taille, il y en a chez les acteurs financiers, on n'en a pas parlé, mais il y en a aussi de plus en plus dans les acteurs publics. Donc, on a des responsables RSE à l'ADEME, à l'INSERM, dans les hôpitaux, dans toutes les structures publiques. Donc, ça peut aussi répondre parfois à une recherche de sens que l'on peut avoir. Il y en a même aussi dans les filiales maintenant des grands groupes. Donc, on a aussi des fonctions RSE qui peuvent être de différentes natures et réparties, encore une fois, sur les territoires dans les types d'acteurs. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça peut permettre de trouver quelque part celle qui nous convient le mieux. Donc, pour pas être trop long, trouve vraiment passionnant, moi en tout cas dans ces sujets-là, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une RSE qui est à 360 degrés dans le business. Il faut se reconnecter au cœur de l'entreprise, qui permet de voir toutes les facettes de l'entreprise, de son fonctionnement, de sa gouvernance, de sa stratégie. Donc ça, je trouve que c'est quand même un très très beau, une très très belle perspective, en tout cas pour celles et ceux qui s'y engagent. Bon. Avoir le cœur bien accroché, mais effectivement un métier passionnant. Karine, est-ce que tu veux livrer aussi quelques conseils? Oui, et peut-être en lien avec la question qu'il y a eu sur l'offre végétale. En fait, il faut arriver avec des convictions, mais pas avec des dogmes, parce que ce qui sera applicable dans une entreprise, même du même secteur, ne le sera peut-être pas dans une autre. Et oui, nous, le bœuf fait partie de la première empreinte de mon bilan carbone. Pour autant, si je vais en frontal avec ma DG en lui disant il faut qu'on réduise de 50% le bœuf, en fait, alors que ça fait partie de nos meilleures ventes, ça ne va pas marcher. Donc, il faut trouver des chemins de traverse pour embarquer les gens et ça va frustrer mes chefs aussi de cuisine. Donc,
Et pourtant, les chiffres sont là. Donc, voilà, faut trouver le bon équilibre. C'est pas toujours facile, mais entre la réalité d'un business et les possibilités qu'on a pour le transformer sur du moyen long terme. Et effectivement, parfois, il va falloir trouver d'autres idées. Donc, supprimer le bœuf de mes menus enfants, ça n'a pas d'impact. Les parents ne seront pas frustrés, les enfants non plus. Pour autant, ça fait baisser mes volumes et je n'ai pas touché à mon cœur de business. Voilà, c'est une idée parmi d'autres. Donc voilà, il faut des convictions, de la patience, mais pas de dogme établi. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour ces paroles que je qualifierais d'espoir, hein, parce qu'on a plutôt les idées sombres en cette rentrée. On est nourri par un contexte qui est très morose autour de nous. Et je retiens que non, au contraire, il faut se. Alors, je dirais pas qu'il faut se réjouir de ce qu'on est en train de traverser, parce que ce serait un peu sadique ou masochiste, mais il faut y voir plutôt les signes d'un rebond et d'une entrée dans une sphère beaucoup plus dans le dur, comme tu le disais, Geneviève, où on touche du doigt les sujets réels, les sujets profonds qui nécessiteront d'être transformés et qui requièrent un travail vraiment de priorité, hein, vous l'avez dit, d'aller chercher les vrais sujets qui sont à la croisée du durable et du business et de rentrer beaucoup plus dans les métiers, tu l'as dit à plusieurs reprises, hein, aller chercher sa majeure et trouver l'angle qui fera qu'on sera performatif et dans la réalité de la transformation. Bon, je craindrais de simplifier trop les débats, mais merci beaucoup pour le temps que vous avez pris, pour ces idées que je trouve très riches, très inspirantes en ces temps un peu délicats. J'espère que vous aussi, qui étiez en ligne, vous avez apprécié ces échanges, que ça vous a redonné un petit peu de courage pour affronter cette rentrée un peu difficile. Et puis, je vous donne rendez-vous à ProDurable, hein, c'est la semaine prochaine. Et je pense que vous aurez la chance de trouver une communauté très soudée et très désireuse de se retrouver parce qu'on a besoin de se régénérer mutuellement pour affronter ces dilemmes et ces complexités, mais qui requièrent toute notre attention et qui représentent un très beau challenge malgré tout. Merci beaucoup Karine, merci beaucoup Geneviève, merci à Sylvain qui a Merci, dû Arnaud. s'éclipser et à très bientôt et bonne fin de journée. Merci Merci beaucoup. Arnaud, à très bientôt. Au Au revoir revoir. à Au tous. revoir. À bientôt.